Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Delta FM avec un invité ce soir exceptionnel. Fred Rister est avec nous, on est très heureux de le recevoir ici dans les studios. Alors si vous voulez retrouver cette interview en vidéo, eh bien, elle est disponible sur deltafm.fr et sur le Facebook de Delta FM. Fred Rister, c'est un monument, Arnaud, un monument de la musique. Il est originaire de chez nous, il vient du Dunkerquois, de Malo-les-Bains plus précisément. Rapidement, qui est Fred Rister, Arnaud, en quelques mots, même si ça peut prendre des heures parfois? Oui, Bastien, bonsoir Fred. Bonsoir. Alors, je pense qu'il faudrait toute une après-midi pour éventuellement parcourir la carrière. Peut-être une semaine. Une semaine. Parce que moi je parle beaucoup. Mais effectivement, les Quadras s'en souviennent certainement. Vous avez marqué le paysage musical du Dunkerquois, puisque vous êtes né à Malo. Et en fait, on va essayer de faire le lien entre comment peut-on naître à Malo et arriver à Los Angeles. Voilà, tout simplement. D'accord. La sortie du single, c'était vendredi. Vendredi dernier, ouais, sorti le 16 mars. I Want a Miracle. I Want a Miracle. Je veux un miracle, si on traduit mot pour mot. Alors, il y a le single, mais il y a le message qui se cache derrière la sortie de ce 45 tours. Oui, tout à fait. Ce oui. single, pardon. Oui. Bah, on peut dire 45 tours aussi. Oui, hein. mais on est resté dans les années 90 pour certains. Allez-y. Le message est très simple, mais à la fois dur à supporter et compliqué. C'est les problèmes de santé que j'ai pu connaître depuis que j'ai l'âge de 24 ans. Ce sont ces fameux cancers, cette maladie qui tue des millions de personnes tous les jours à travers le monde. J'en ai eu 9 au total. Et à chaque fois, c'était assez rapide pour moi. J'avais un cancer, je me faisais opérer, je faisais 2-3 pirouettes et je retournais en studio. Donc pour celui-là, je me suis dit ça va être la même chose, puisque là, ce sont des métastases au foie. Et le problème, c'est qu'il n'est pas opérable et il n'est pas soignable, sauf si vous prenez, et je l'ai fait, de la chimio tous les jours, par cachet. Je l'ai fait pendant 2 ans. Donc c'est assez simple parce que vous ne devez pas vous déplacer à l'hôpital. Mais vous subissez les effets secondaires qui sont extrêmement puissants de ce traitement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu arrêter tous mes traitements, parce que j'ai pris le parti de vivre moins longtemps, mais plus pleinement. Est-ce qu'on vit plus pleinement? J'en suis pas sûr non plus, parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Parce qu'à partir du moment où vous arrêtez votre chimiothérapie, c'est un véritable compte à rebours qui commence à se mettre en route. Moi, ils m'ont donné 1 an, donc il y aura 1 an au mois d'avril. Je suis toujours là, je me sens pas partir, même si je sais que les résultats sont pas très bons, mais je sais à quoi m'attendre. Donc c'est difficile pour les proches, pour la famille. J'ai pas de problème pour en parler, hein, sans ça je serais pas avec vous. Et par contre, quand vous balancez ça sur les réseaux sociaux, les gens sont extrêmement choqués. Oui. Mais j'ai besoin d'en parler, c'est important, quoi. Alors ceux que vous côtoyez au quotidien sont moins choqués, même s'ils le sont. En revanche, ceux que vous n'avez pas vus depuis 20-30 ans ont pris ça comme un boulet de canon. Mais je tiens à les rassurer, à leur dire que j'ai encore mes pieds sur terre. On va parler de vos projets. Je vis encore, oui, bien sûr. Probablement des choses à sortir très prochainement. Oui, tout à fait, oui. Fred, parle-nous un petit peu de ce single. Il y avait ce besoin de parler en musique, justement, et puis derrière, il y a aussi voilà, une démarche pour une fondation, c'est ça, récolter des fonds. C'était une nécessité pour moi de le faire. Et très souvent, on est tous pareils, on dit je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. C'est vrai qu'avec mon actualité musicale, j'avais un peu la tête dans le jus. Et quand j'ai décidé d'arrêter mon traitement, j'ai dit je vais le faire maintenant, quoi. Donc j'ai composé la chanson il n'y a même pas 1 an, ça doit être en juin, juillet l'année dernière. Et j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à coucher des noms avec les gens avec lesquels je voulais travailler. Et il y avait d'une évidence pour moi Sam Martin et Jason Evigan, qui sont 2 amis de Los Angeles et qui travaillent beaucoup avec Maroon 5. Et ensuite, j'avais écrit Wally Badarou et Nile Rodgers. Je voulais qu'ils fassent les guitares et tout le monde voulait le faire. Et puis après, il y a les plannings de chacun qui font que le projet avance tout doucement, mais il est repoussé. Moi, dans mon compte à rebours, j'avais peur de perdre trop de temps et de ne pas savoir le faire. Donc, comme je suis ami avec le guitariste de Duran Duran, Dan Brown, je lui ai demandé gentiment de faire les guitares. Je suis allé dans son studio à Londres. Et comme il est très ami, lui, avec Nile Rodgers, j'ai eu le même son que Nile Rodgers, quoi. Qui lui aussi a été concerné par le cancer. Tout à fait, ouais. J'en ai parlé avec lui à Los Angeles.
Il me l'a appris, je le savais pas. Donc voilà, pour la petite histoire, c'est ça, quoi. On va écouter le résultat, Fred. Ben c'est oui, parti. avec plaisir. I Want a Miracle, Fred Rister. Fred Rister, I Want a Miracle. Fred Rister en interview ce soir sur Delta FM au micro de Bastien Ducrot et d'Arnaud Leduc. Les paroles, Fred, de cette chanson, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben, les paroles, c'est un peu une histoire d'amour, quoi. Un message d'amour en disant n'oublie pas tout ce qu'on a fait, etc. Prends-moi dans tes bras, rien n'est fini. Voilà, ça s'adresse évidemment, dans mon cas, au cancer, à la maladie, mais ça peut s'adresser à plein d'autres personnes aussi, à toutes les personnes souffrantes, et pour survoler un peu les paroles. Hein. Il y a un clip? Il y a un clip, oui, qui est sorti, on peut retrouver sur YouTube, avec une vidéo qui a été tournée à Newport Beach, dans le sud de la Californie, sur une plage californienne. Et l'inspiration musicale sur ce titre, la composition musicale? J'ai essayé de mettre un peu tous les ingrédients de ce que j'aimais. C'est compliqué parce que j'aime beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup écouté la pop et le rock. J'ai d'ailleurs grandi avec ça. Justement, on voudrait en parler. Bah oui. Je voulais pas faire un titre comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené à la musique? Bah oui, je pouvais faire un slow aussi, mais je voulais pas faire ce qu'on appelle une pleureuse. Donc mi-tempo. Donc mi-tempo avec de l'émotion, mais l'émotion, c'est quelque chose que j'ai en moi en fait. Si un jour on me demandait de faire, j'ai rien contre les farandoles, mais si on me demandait de composer une farandole, je pense que il y a tellement de gens qui le font mieux que moi, mais j'y arriverai pas, quoi. Ou difficilement en tout cas. Alors on peut acheter bien sûr ce single. Explique-nous un petit peu quelle est la démarche et aussi où vont les fonds. Alors bien sûr, on peut l'acheter. J'aurais bien aimé qu'on puisse l'acheter en 45 tours, comme tu disais tout à l'heure. Malheureusement, ça n'existe plus. Le vinyle parle, le vinyle nous parle, et les CD nous parlent. C'est un objet qu'on a entre les mains, c'est du concret. Et la passion, c'est de lire dans quel studio ça a été enregistré, avec quel musicien, et d'abord qui a composé cette chanson. Aujourd'hui, c'est fini, exception faite pour les albums. Mais on peut l'acheter sur Apple Music, sur iTunes. C'est là où je vous invite vraiment à l'acheter. Parce que tous les fonds, et écoutez sur Spotify également, tous les fonds récoltés pour cette chanson iront directement à l'association Kidney Cancer Association, qui est une asso qui se trouve aux États-Unis, avec laquelle travaille mon professeur, qui s'appelle le professeur Escudier de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, qui m'a fait gagner aussi des années de vie avec les traitements qu'il a pu me donner. Donc voilà, quand moi je décide d'arrêter mon traitement, derrière tout ça, il y a quand même un message d'espoir. Je décide d'arrêter parce que je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire et de ce que je sentais pouvoir faire. Mais les traitements, il faut les prendre parce que les traitements sauvent les vies. C'est le corps qui dit stop. Voilà, c'est ça. C'est le corps qui en peut plus. On sait que la chimiothérapie... Alors maintenant, ils ont fait énormément de progrès là-dessus. Ils font des chimios qui sont très ciblés. Dans mon cas, ce sont des métastases au foie, donc elles sont ciblées pour le foie. Elles ne touchent pas trop les autres organes. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas connu quand j'ai eu des chimios dans le passé, qui étaient des chimios en perfusion pure et dure, quoi, qui détruisaient un peu tout ce qu'il y avait sur leur passage. Donc il faut acheter I Want a Miracle. Faites une bonne action. C'est 1,29 € sur iTunes. Carton sur Spotify, plus de 60 000 écoutes là déjà depuis vendredi. Je pense. Moi, je suis pas ça tellement. J'ai vu la publication sur ton Facebook. Ouais. J'ai aussi un community manager qui donne des infos. Ben oui. Alors, je sais pas si on peut parler de carton, mais ce sera jamais assez. Oui, c'est bien. En quelques jours. En quelques jours, ouais. Ben oui, ça fait même pas une semaine que le titre est sorti. Et oui, il faut l'acheter. Il y a que ça à faire. Tous les fonds des ventes de ce single vont à cette association et permettront de travailler sur des nouvelles techniques de soins, de pouvoir soigner mieux les effets secondaires. Tout ça est lié.
Donc il faut acheter I Want a Miracle. Et on mettra bien sûr sur Delta FM et deltafm.fr le lien pour trouver tout ça. Fred, alors comment vous recevoir sans parler de votre parcours, bien sûr. Vous êtes donc originaire du coin de Malo-les-Bains et vous avez une carrière incroyable. Comment on peut vous qualifier aujourd'hui? Vous êtes producteur, artiste, animateur radio aussi, DJ. Comment on peut... Voilà, comment on peut... Alors, artiste, je l'ai été, mais pas longtemps, avec mon meilleur ami, Patrice Zwingedo. On avait un groupe qui s'appelait Interdit. En fait, c'est parti d'à Paris et on avait sorti 1045 tours. Et comme on les vendait bien, on a décidé de passer à l'étape supérieure. Alors, on vous a même vu à la télé à cette époque-là. Oui, tout à fait. Ma première télé, c'était Jacques Martin. Je me souviens parce que... Je me souviens très bien parce qu'on chantait en direct et juste avant d'arriver devant le micro, je me souvenais plus des paroles. Et dès on a un extrait pour ceux qui s'en souviennent. Non, pas de Jacques Martin. Par contre, on a un objet, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Je vais me déplacer un peu. Hein. Oui, vas-y. Pendant ce temps-là, vous avez un peu meublé. Et je vais te le filer et puis tu vas voir. D'accord. Alors, Fred... donc tout a démarré, et explique-nous un peu le cheminement entre toi et la musique, ça, c'est depuis le plus jeune âge? Oui, depuis tout petit, à 7 ans, 8 ans, 10 ans, je construisais mes Ah oui. Alors que l'objet arrive. Ah oui. Ah oui, ça c'est un bel objet. Peut-être on va le montrer à la caméra. Pièce de musée, là. C'est ce qu'on appelle un cartoucheur. Tout à fait. Un lecteur de cartouches. Ouais. Et ce qu'il y a de marrant en radio, c'est qu'il y a des archives. Oui. Et on a une cartouche. Et sur cette cartouche, je te laisse lire en fait le truc. Ce qui est noté. Tu t'en souviens? D'accord. Interdit. Ah ouais. Et c'est l'original. Hein. C'est l'original. Donc tu peux le mettre dans le lecteur. Allez. Hop. Et puis tu fais play. Hein. Tu connais. Alors attends, je m'en souvienne. Hein. Play. Hop. Ah oui. Bon, on est reparti magique, hein. 30 ans en arrière. Mais que des bons souvenirs. Enregistré à ICP à Bruxelles, avec Evert Verres que j'ai revu comme bassiste pour Julien Clerc. Le studio dans lequel Renaud enregistre actuellement. Tout à fait, j'adore ce studio. Alors on va mettre d'ailleurs le petit refrain pour certains. Voilà un titre qui a beaucoup passé en radio à l'époque, dans les années 80, surtout dans le Nord. Tout à fait, oui. On était très supportés par les Dunkerquois, les nordistes, sur cette chanson. Et on en revient toujours au même, dès que les gens te voient en télé, il y a une espèce d'engouement. Il faut tout remettre dans le contexte. On est véritablement dans les années 80. Je crois que c'est 87 ou 87 me semble-t-il. Et ce sont pour moi les meilleures années en musique. Il y a eu plein de courants musicaux dans ces années-là. Et les fameux plateaux FM aussi, ouais. où on se retrouvait pratiquement une semaine sur deux en plateau avec Images, François Fellman, Desireless, toujours les mêmes, partenaires particuliers. Ouais, c'était. Et c'est donc de là que démarre un petit peu l'envie de composer des choses. Ça, c'est le premier titre. Hein. Oui, véritablement, c'est parti de là, ouais. Ouais. Parce qu'on n'a pas composé cette chanson. On a travaillé avec deux compositeurs belges, Evert Verres et Kevin Mullingan, qui lui est un Américain. Et Evert Verres, qui est bassiste, on peut le voir de temps en temps sur les concerts sur la dernière tournée de Julien Clerc. C'est le bassiste de Julien Clerc. C'est un très très bon musicien. Et on n'avait pas le temps. C'est comme c'est parti d'un pari, on n'avait pas le temps de composer une chanson. Donc on leur a demandé de nous composer une chanson sur mesure, quoi. Mais tu as commencé par la radio aussi dans le Dunkerquois. J'ai commencé par la radio. Ma première radio en 81, c'était Radio Corsair. Une radio qui était, je trouve, déjà très structurée, avec de jolis bâtiments. Et, ça parle au Dunkerquois, ça. Ouais, ça parle au Dunkerquois. Toutes les radios dans lesquelles je suis passé, j'ai des bons souvenirs parce que c'est une immense... en termes de relations humaines, je trouve ça, il n'y a pas mieux. On communique avec tout le monde, on a des prises de bec avec tout le monde, mais finalement, on se retrouve tous à boire une bière. Après, quand on est réconciliés, moi, j'ai jamais eu beaucoup de problèmes, mais la radio, c'est quelque chose de magique. Ouais. Quand tu vois la radio naître, quand t'as grandi en écoutant la radio, mes parents écoutaient RTL. Moi, j'écoutais une radio ici qui s'appelle Mi Amigo, qui était une radio qui émettait radio pirate en néerlandais, et le soir, ça basculait sur Caroline.
Ouais, je voulais faire de la radio. Alors tu en as fait dans le Dunkerquois sur Corsair, tu es parti ensuite sur Vitamine. Ça c'est le début des années 80 pour resituer. Tout à fait. À l'époque où Delta FM apparaissait aussi sur les ondes. Oui. On a retrouvé un petit son de Vitamine. C'est marrant, hein, ça dure 30 secondes, même Super. pas. Trop fort. Vivez l'été sous Vitamine. Radio Vitamine. Alors tu y vois chanter. Alors c'est très drôle parce que il faut savoir que les jingles de Vitamine ont été faits également par Evert Verres. Ok. Ouais. Très Parce qu'on bien. m'a demandé, t'as pas un contact? Il s'avère que lui faisait aussi de l'habillage radio. Donc il est très présent. Donc si on passe tout ça, c'est pour remettre Ça un fait petit du peu bien. le cheminement de comment tu es arrivé après producteur et compositeur, co-compositeur avec David Guetta. Donc on va continuer un petit peu de dérouler le chemin. Après les radios comme Dunkerquoise, il y a eu des radios un peu plus grandes comme Maximum sur Paris. Maximum à Paris, qui était la radio dance d'RTL. Ça a été une idylle qui a duré 3 ans, me semble-t-il, presque. C'était avant la French Touch. Hein. C'était à Oui, l'époque où c'était- la c'est- dance était en pleine explosion. Hein. en pleine explosion, et on était tous amoureux. Alors c'est très drôle, et on est tous encore en contact aujourd'hui, que ce soit Eric Madelon, Pat Angeli, Lorenzo Pancino, Dominique Perrin, tous ces gens, on était amoureux de notre radio. C'est-à-dire que le matin, tu te levais, enfin moi je faisais 13h, 17h, t'allais bosser, t'étais content d'aller à la radio, quoi. Tu prenais ta prog et tu disais, waouh, ouais, je vais jouer ça, D-Light et tout, je vais jouer. On était contents, on allait aux soirées, parce que quand tu travailles dans une radio dance, il faut aller aux soirées, quoi. En même temps, il fallait pas beaucoup nous forcer non plus. Puis la dance dans les années 90, elle est émergente. Hein. C'est la new beat, c'est tous ces sons-là en fait. Hein. L'eurodance, Tout à fait, ouais. la techno qui commence à démarrer aussi. Oui, il y a eu plein aussi de mouvements musicaux, et ouais, on est en pleine effervescence, et on est encore dans des mouvements ultra positifs qui nous font beaucoup rêver. Mais à l'époque, le marché du disque était Et il explose. il a explosé. Ouais. Et parallèlement à ton métier d'animateur radio, je pense que tu étais aussi disque jockey. Tu as commencé dans des discothèques du coin. Et Bien puis, sûr, j'ai été 24 ans DJ. Ouais. Alors ma première boîte, c'était le Galaxy sur la digue de Malo. hein. C'était ma première discothèque. J'avais passé un concours de DJ qui était ouvert aux professionnels et aux amateurs. Et j'avais gagné ce concours, et j'avais pu avoir mon contrat comme DJ dans cette boîte. Je m'en souviens, j'avais 20 francs de l'heure. Super, ouais. 3 euros, non? C'est pas ça? 3 €, ouais, c'est ça. Ouais, à peu près, ouais, 3 €. Ouais. Moi, je m'en fichais parce que je pouvais enchaîner les disques et je pouvais parler dans un micro et faire danser les gens que j'aimais. Il y avait que ça qui comptait pour moi. D'ailleurs, par après, je commençais à sortir un peu à la panne, Stardust, tout ça. Et mes potes, eux, n'y allaient que pour danser et draguer. Et moi, je prenais un tabouret, je regardais pendant des heures ce que faisait le DJ. Et on me tapait sur l'épaule, on me disait « Hé Riri », parce que Riri, c'était mon surnom à l'époque. « Regarde la blonde, elle arrête pas de te mater. » Donc je jetais un œil, je disais « Ouais, c'est bien. » Et hop, j'étais focus sur ce que faisait le DJ. C'est tout ce qui m'intéressait, quoi. Et quand on est DJ et qu'on se lance dans la musique, c'est quoi le lien entre les deux? Alors à cette époque-là, on le sait pas. Est-ce que tu es autodidacte ou est-ce que tu as pratiqué la musique? J'ai fait 1 an de solfège, ça m'a vite gavé. Et donc je suis devenu autodidacte parce que je me rendais compte que ce que j'apprenais au solfège ne correspondait pas à ce que j'essayais de jouer chez moi sur mon piano, mes orgues électriques, quoi. Donc oui, les 1 an de solfège m'ont servi sur la manière de calculer les mesures, les BPM, des choses comme ça. Mais j'ai été très vite autodidacte et j'ai appris beaucoup par moi-même. Puis à l'époque, les DJ n'étaient pas des stars encore. Il n'y avait pas ce mouvement de DJ reconnu Exactement. mondialement. Ouais. C'était des artistes, mais pas les DJ, quoi. Hein. Je Oui. me souviens de la première télé de David Guetta, justement, c'était à HIP, HOP. Tout à fait. Et on peut dire que lui, il vient du hip-hop. Oui, il Hein. le revendique haut et fort. C'est d'ailleurs pour ça que... Toi, c'est la pop alors. Moi, c'est la pop, ouais. David, c'est le hip-hop. Mais avec David, on travaille... Comment Bah, s'est fait la rencontre d'ailleurs? J'ai rencontré David Guetta par l'intermédiaire de Joachim Garraud, avec qui je travaillais déjà à Maximum. Un Nantais. Un Nantais, oui, tout à fait. Eux étaient associés à l'époque et ils m'ont contacté pour travailler sur l'album Guetta Blaster. Et moi, à l'époque, j'étais pas disponible. Je préparais l'album d'Anna Klein, qui est devenue mon épouse. Qui est devenue mon épouse parce qu'on n'était pas mariés à l'époque. Et donc, j'ai dit, non, je suis pas dispo. Je fais l'album d'Anna Klein. Ils m'ont dit, bon, tant pis. Par contre, pour le prochain, on voudrait vraiment que tu bosses avec nous.
Et ils m'ont sollicité après pour l'album Pop Life. Ils m'ont demandé de faire une chanson. Et ma première chanson pour David Guetta, ça a été Love Is Gone. Et on l'a justement, on va écouter un petit le extrait. résultat. On y va. Alors ça a été tout de suite le gros succès, hein. Ça a explosé. Ça a explosé la carrière de David. Et là, il m'a dit, toi mon coco, je te lâche plus. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire on était scotchés l'un à l'autre. On travaillait, on a passé des heures en studio. On a préparé son nouvel album, One Love. Et le premier single, ça a été When Love Takes Over. Et là, c'est pareil, ça a été dans la continuité. Sur cet album, il y a eu aussi Memories avec Kid Cudi. C'était la chanson la plus rapide qu'on ait composée dans notre chambre d'hôtel à Los Angeles, sur Sunset Boulevard. Et voilà, ça a été l'explosion de sa carrière. Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait un tube avec David Guetta qui est dansé par la terre entière? Personnellement, moi je suis très pudique, donc c'est toujours trop beau pour moi. Je me disais, est-ce que c'est pas un peu trop quand même Et quand il y a eu I Got a Feeling, parce qu'on a fait I Got a Feeling qui était le plus gros succès des Black Eyed Peas et aussi notre plus gros succès, puisqu'on a été 14 semaines numéro 1 aux États-Unis. Et juste avant, je voudrais dire qu'on a eu un Grammy Awards aussi avec When Love Takes Over. Oui, j'allais vous demander combien vous avez eu à deux de Grammy Awards. On n'en a eu qu'un. Un seul? Ouais, tous les deux, on n'en a eu qu'un. On a failli en avoir un sur When Love Takes sur I Got a Feeling, mais il s'avère qu'il y avait Taylor Swift qui était dans la même catégorie que nous et qu'elle avait eu un petit souci avec un certain Kanye West à l'époque. Et les Américains... C'est sensible. Ouais, ils sont sensibles. Et pourquoi on irait donner un Grammy de la chanson de l'année à deux Français Alors, ça, on est à la fin des années 2000, 2009, je crois. Oui, tout à fait. Oui. On va réécouter un petit extrait de I Got a Feeling. C'était à Chicago, ça? Ouais, c'était à Chicago. Quand on a reçu ça, moi j'avais les larmes aux yeux de mon côté. Et David, pareil du sien, il m'a appelé, il m'a dit là, je dois reconnaître que j'ai versé ma petite larme. Mais moi, j'arrive toujours pas à réaliser véritablement l'ampleur de cette chanson, jusqu'à quel point. On sait que tout le monde connaît cette chanson. Tout le monde connaît cette chanson. Mais moi, je reste... humble. Ouais, malouin, dunkerquois, artisan de la musique, ça me va très bien. Carnavaleux. J'ai pas pu venir cette année, c'était dramatique. La seule fois où je pouvais venir, c'était à Malo-les-Bains, la bande de Malo. J'ai dû partir à Paris à la dernière minute. Je râlais, et puis voilà, parce que je pense que la première chanson que j'ai dans la tête, c'est les fifres et les tambours, avant tout. Fred, justement, on revient sur ce titre avec les Black Eyed Peas. Quand vous êtes en train de le créer avec David Guetta et donc avec ce groupe, est-ce que vous vous imaginez un seul instant que ça va avoir une telle ampleur? Est-ce que vous le sentez? Est-ce qu'il y a un petit truc, celui-là, ça va être énorme? Alors, pour la petite histoire, on est en train de faire l'album One Love de David. La chanson qu'on est en train de faire, l'instru, c'est pour l'album de David. Et will.i.am nous appelle au studio. Faites quoi les gars, etc. Et David met le téléphone sur le haut-parleur et fait écouter ce qu'on est en train de faire. Et on entendait... On se demandait quoi. Et en fait, c'était will.i.am qui hurlait au téléphone. Mais je veux cette chanson sur mon album. Et David, il dit, écoute, t'es bien gentil. On fait des chansons pour mon album. Si je commence à donner à droite à gauche les chansons de mon album, j'aurai plus rien. Et une fois que David a raccroché, il me dit qu'est-ce qu'on fait, Fred? Je dis écoute, t'es David Guetta, hein, mais eux c'est quand même will.i.am, c'est quand même Black Eyed Peas, quoi. Et il me dit ouais, on va leur donner. Et on a bien fait de leur donner parce que ça a été l'explosion, quoi. Mais moi j'y croyais pas, hein. Jusqu'à la sortie du clip, j'y croyais pas. J'étais même allé sur Wikipédia, j'avais appelé David. David m'avait dit ouais, ça va être leur premier single et tout. Et quand je suis allé sur Wikipédia, I Got a Feeling n'apparaissait même pas dans le tracklist de l'album. Donc quand j'ai appelé David, il dit mais non, mais c'est pas possible, c'est des conneries, machin. Je dis ouais, c'est ça. Et puis on composait Memories dans ma chambre à Los Angeles. Et à un moment donné, David m'a dit écoute, fais-moi un bounce. Un bounce, c'est tu fais un fichier stéréo de ce qu'on est en train de faire là. Parce que lui, dès qu'on a fini un truc, il a besoin de prendre du recul et d'écouter. Il dit, je vais m'absenter 3-4 heures, continue d'avancer, de trouver des nouvelles idées, je reviens. Et quand il est revenu toquer à la porte de ma chambre, il avait un blouson rouge en cuir. Je lui dis, mais de où tu viens?
Et il me dit, mais je reviens, je suis allé faire une apparition dans le clip de I Got a Feeling. J'ai dit, ouais, mais ça va pas sortir. Il me dit, ah putain, t'es grave, toi. Il dit, mais il dit, attends, c'est pas tout. C'est que ce que tu m'as donné, là, le petit fichier stéréo, j'ai rencontré Kid Cudi, qui est un rappeur américain, je lui ai fait écouter notre travail. Il me dit, demain à 15h, on est en studio et on enregistre. Et c'est devenu Memories. Alors, entre les Black Eyed Peas et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que tu as bossé énormément de ton côté ou est-ce que tu as travaillé aussi avec David Guetta, avec d'autres gens? J'ai un contrat d'exclusivité morale avec David Guetta. Il a la priorité d'écoute de tout ce que je peux faire, même si c'est une chanson qui dure 1 minute ou 30 secondes ou une idée ou une chanson, ce qu'on appelle une complète song. Donc je travaille exclusivement pour lui. À partir du moment où lui décide, comme on l'a fait dans le passé pour Rihanna, de dire bah tiens on va produire une chanson pour Rihanna, moi je le suis quoi. Mais l'exclusivité c'est David qui l'a. Who's That Chick, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'il y a aussi des artistes français pour lesquels tu as une oreille attentive, bienveillante? Oui, j'ai grandi, faut pas l'oublier, hein, et je renie pas ça, bien au contraire, j'ai grandi dans la variété française. Ma grand-mère m'offrait, mes parents écoutaient beaucoup de musique, dont les Beatles, c'est ma Bible. Mais j'ai aussi grandi avec Michel Sardou, Claude François, Joe Dassin. Je crois que on se forge avec tout ça. Moi, j'ai pas honte de dire, j'en parle vraiment ouvertement. On fait pas ce métier par hasard. Je me souviens aussi d'une référence que tu avais évoquée dans le reportage avec notre ancien collègue Marc-Antoine Affringue, A Whiter Shade of Pale. À Procolarum, ça reste et ça restera ma chanson préférée. Ouais, j'avais 8 ans, je mangeais une glace. C'était la sortie. Après le repas en été, on allait manger une glace sur la plage de Malo. Et puis, ma grand-mère me donnait la main et j'ai entendu cette chanson sortir d'un café, probablement d'un jukebox. Et il s'est passé quelque chose d'anormal pour un enfant de mon âge, je pense. J'avais les larmes aux yeux et aujourd'hui, ça reste et ça restera. On a tous des frissons sur cette chanson. L'inspiration de cette chanson, ouais. Je pense que c'est Pachelbel. Pachelbel. Ouais, je pense, ouais. Il y a eu Rain and Tears également de... Rain and Tears, c'était... le groupe avec Demis Roussos. Demis Roussos, ouais. Et le ouais. gars... Ouais, Papa Thanasiou. Oui, tout à fait. Je suis en train de chercher l'autre. Alors, comme c'est en direct, c'est difficile. On ne peut pas couper, hein, mais ça me reviendra. Hein. Vangelis, voilà. Oui, Vangelis, exactement. Fred, est-ce qu'on peut dire que cette rencontre avec David Guetta a changé véritablement ta vie? Mais oui, je lui ai dit, et plein de fois. J'ai dit, David, t'as changé ma vie. Et il m'a regardé, il m'a dit, Fred, t'as changé la mienne. J'ai dit, ouais, mais je l'ai dit en premier. Ouais, il m'a dit, on va dire qu'on s'est changé nos vies. Et pour revenir là-dessus, c'est que j'ai voulu annoncer aussi ma maladie personnellement à will.i.am. Je voulais l'avoir en face de moi et lui dire, parce que will.i.am, c'est un David Guetta black et David Guetta, c'est un will.i.am blanc. Et je me souviens quand je suis arrivé, c'était en septembre l'année dernière, quand je suis allé enregistrer I Want a Miracle. Quand je suis arrivé dans ses studios, il m'a dit Fred, et il avait déjà le bloc-notes et le stylo, on va parler business et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et j'ai dit, mais écoute, je viens t'annoncer toute autre chose, on va moins parler musique. Et il a posé le bloc, le stylo sur le bureau et il a commencé à... Il sentait pas bien, il a commencé à transpirer. Mais c'était important parce que mon compagnon mon frère musical, c'est David Guetta, ça on le sait. Et avec will.i.am, laissé en son studio, il s'est passé beaucoup de choses positives aussi. C'est pour ça que je voulais pas qu'il l'apprenne. Alors on reparle justement de ce projet et puis des autres à venir pour conclure l'émission. Il y a un album peut-être? C'est pas dans les tuyaux en tout cas. C'est pas dans les tuyaux. On me le réclame, ouais. Ah. Ouais, mais c'est pas à l'ordre du jour. C'est quoi la suite? Alors il y a I Want a Miracle et ensuite... Et ensuite il y a le nouvel album de David Guetta sur lequel je suis en train de travailler et si tout se passe bien, je retourne le rejoindre dans 3 semaines à Los Angeles. L'avantage avec les Dropbox, qui est un outil exceptionnel, c'est qu'on peut travailler de la maison et travailler à distance et glisser les dossiers là-dedans, lui envoyer. Mais nous deux, l'un à côté de l'autre, il se passe toujours quelque chose.
Un petit documentaire aussi pour retracer un peu cette grande époque qui est en préparation. Oui, alors moi j'étais un peu gêné de ça. J'ai prévenu la boîte de prod, c'est eux qui voulaient le faire. Je les ai prévenus, ils sont venus en septembre, ils ont commencé à tourner à Los Angeles. J'ai dit mais moi je veux pas, je suis venu pour mon projet, je veux pas être dérangé. Ils m'ont dit non, on va pas te déranger. Et ils ont fait les choses très bien et c'est une volonté de leur part. Et oui, le trailer est en train de tourner sur Internet, ouais, ça c'est quelque chose qui est, pour le coup, officiellement dans les tuyaux. Et c'est un peu trop, je trouve, pour moi, parce que bon, moi j'aime bien l'ombre, j'ai toujours choisi ça depuis des années. Bah là, c'est raté parce que là, c'est raté. Le single est sorti vendredi 16 mars. Oui, là, c'est raté. Il s'appelle I Want a Miracle. J'assume. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Mais surtout, il faut l'acheter. Il faut l'acheter, ouais. Parce que tous les bénéfices des ventes vont à la recherche contre le cancer. Et on est tous concernés par cette maladie. Toutes les infos, vous les retrouvez sur le web. Fred, quand on a voyagé comme toi dans le monde entier, quelle place garde Dunkerque aujourd'hui dans ton quotidien? Est-ce que tu vis encore dans le coin? Dunkerque, c'est la première place. Mais c'est indétrônable. Bah oui, la plage Jean-Bart. Oui. Non, mais je retourne à Dunkerque, je vais pas souvent, je vais une à deux fois par an. Et en venant ici, on va dire, on n'est pas loin de Dunkerque, ça fait 2,5 peut-être. Non, c'est Dunkerque, c'est ma ville natale, moi, j'ai quitté Dunkerque, non pas parce que je n'aimais plus Dunkerque, loin de là. C'est qu'à un moment donné, quand on fait ce métier, il faut un peu provoquer les choses et se donner les moyens de ses ambitions. Donc, j'ai postulé dans des radios parisiennes et c'est parti de là, quoi. Paris, avant Paris, il y a eu Bordeaux, à 8 FM, là où j'ai bossé avec Julien Courbet. Et la radio des Girondins. La radio des Girondins, moi qui adore le foot. Et d'M6. C'était génial parce que Claude Bèze était mon patron à l'époque et des studios, on voyait le stade Chabandelmas. J'étais tout le temps au foot, quoi. Je souffre un peu plus avec le LOSC en ce moment, mon équipe de cœur que je soutiens, qui traverse une période très très difficile. Et vous parlez un Lensois, attention. Ah, oui, mon père était un ancien pro. Moi, j'ai pas de clan de supporters. J'aime pas ça en fait. On va tous avec notre cœur et nos tripes pour supporter notre équipe. Il faut un gagnant, un perdant. Un match nul, c'est toujours bien. Tout le monde est content. Mais tout ce qui se passe dans les tribunes ne m'intéresse pas. S'il faut chanter, je chante dans ma tête. Je chante pas beaucoup, mais j'ai grandi avec le terrain vert. Et depuis tout petit, j'ai grandi aussi sur les terrains de foot. Et moi, je respecte tous les supporters. Il est lensois, je suis lillois. On est en train de se parler. On se sourit quand même. Voilà, c'est comme s'il était chinois et j'étais japonais. On est tous des humains, on a tous un cœur et on a tous les mêmes frissons. Et puis voilà, moi je supporte pas les clans de supporters et les affrontements. Le hooliganisme, c'est un truc que j'ai tout le temps évincé de mon esprit. Seul compte le jeu et le fair play sur le terrain. On l'a compris, Fred, passionné de musique, mais aussi un peu de ballon rond. Beaucoup. Merci beaucoup, Fred Rister. C'est un honneur de vous recevoir ici. C'est moi qui vous remercie, c'est avec plaisir. Ici, donc, sur Delta FM. On retrouve bien sûr la vidéo de cette interview sur le site deltafm.fr. Les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux. Et puis, bien, bon courage pour la suite avec David Guetta. On attend avec impatience, bien sûr, le nouvel album de votre compagnon de toujours. Merci beaucoup, Fred, d'avoir été Merci avec infiniment. nous. Merci. Merci.